Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle soirée. Cette nouvelle soirée consacrée aux rencontres avec des artistes contemporains français. Alors généralement, déjà je remercie une fois de plus Anton Yarontov du laboratoire des nouveaux médias et Andrei Barteniev, directeur artistique du laboratoire de la galerie Zdiesna Tanganki. Merci à tous les deux, modérateurs encore une fois de plus ce soir pour ce magnifique cycle organisé avec l'Institut français de Russie. Alors, comme je le disais, jusqu'à présent, nous avons rencontré de nombreux artistes contemporains français qui travaillent dans le domaine du numérique. Alors, ce soir, la rencontre est un petit peu différente. Nous changeons un petit peu de focus. Nous restons toujours sur le domaine du numérique, mais cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandrine Stellin, qui est productrice, consultante et curatrice dans le domaine de l'AR, de la VR, de XR, création et art numérique. Alexandrine, bonsoir, ravi de vous accueillir pour cette soirée. Alors, il me semble que pour les artistes numériques, souvent, mais je me trompe peut-être, mais il me semble que comparé aux des artistes dits traditionnels, le chemin entre le moment de la conception de l'œuvre et le moment de sa réalisation, souvent ce chemin est encore plus long, vu la nécessité notamment de réunir des équipes souvent de scientifiques, des informaticiens, des gens pointus dans le domaine IT, mettre parfois en place un équipement qui est lourd, sophistiqué. Et je pense que le rôle de producteur, qui est déjà souvent crucial, en devient encore plus crucial cette fois-ci. Car il s'agit cette fois-ci, comme souvent pour les producteurs, mais là encore plus, d'aider l'artiste à accoucher, à sortir son œuvre, tout en réunissant évidemment des fonds souvent importants pour sa réalisation technique, de l'introduire dans la programmation de festivals, et bien sûr ensuite de le faire tourner et le montrer au public le plus large possible. Et c'est en ce sens, bien sûr, que Alexandrine Stellin intervient, à mon avis. Et je pense qu'elle pourra nous parler de son travail dans ce domaine et de son expertise dans le domaine du numérique, parce que je pense que en sa qualité de productrice, de curatrice, elle connaît certainement, j'en suis persuadé, parfaitement le monde des artistes numériques et tout ce que cela implique. Et pourquoi ? Parce que Alexandrine Stellin a une grande expérience. Elle a notamment accompagné deux artistes que nous avons reçus dans le cycle de conférences, ce cycle de conférences. Elle était productrice de Spring Odyssey d'Élise Morin et du projet Présence de Mathieu Prada, notamment, projet dans le domaine de la VR. C'est également Alexandrine qui a accompagné la création de Fugue VR, une expérience collective et participative qui mêle danse, réalité virtuelle, qui a été réalisée par Michel Reilhac sur une chorégraphie de Johan Bourgeois, que nous connaissons bien également. Elle a également effectué si je puis dire, quelque sorte une révolution lors de la Biennale de Venise, en présentant en 2019 pour la première fois une œuvre de réalité virtuelle. Et il s'agissait de Endodrome de Dominique González Forester. L'expérience d'Alexandrine est d'autant plus intéressante qu'elle a travaillé aussi bien comme productrice au sein de privés, de structures privées, qu'au sein d'institutions nationales, avec de l'Institut français à Paris, où elle accompagnait à l'international la promotion et la diffusion d'œuvres et de réalité mixte au croisement de la réalité virtuelle, du spectacle vivant et des arts visuels. C'est pour ça, et je le disais il y a quelques instants, c'est pour ça que je pense que Alexandrine me semble véritablement très bien placée pour parler du paysage dans lequel évoluent les artistes numériques en France, et les nouveaux horizons qui s'ouvrent à eux et des possibilités bien sûr de coopération internationale.
Voilà, donc je vous laisse, chère Alexandrine, entre les mains de nos deux modérateurs, si je puis dire, Anton et Andrei, que je salue à nouveau, et je vous remercie encore une fois d'être présente pour ce soir. Bonne soirée à tous et à toutes. Привет, Паскаль, большое спасибо за, как всегда. Bonsoir Pascal, merci beaucoup pour une introduction comme toujours merveilleuse de notre invité. Notre invité, c'est en même temps notre collègue pour nous, avec André, et pour vous aussi, parce qu'Alexandrine, c'est quelqu'un qui a un horizon très ouvert, très, très large. Elle n'est pas uniquement dans les arts, mais également, comme vous avez dit, elle est productrice. En plus, elle a l'expertise pour de travail à l'Institut français. Donc, c'est ça qui nous a paru très intéressant pour notre programme. Comme ça, il est complété par un nouveau regard de quelqu'un qui a un métier un peu différent, qui est de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment évoluent les formes différentes de l'art technologique, et nous allons parler, comme d'habitude, de notre côté. Ça, c'est un peu nouveau pour nous. On s'est préparé pendant longtemps pour cette rencontre, parce que l'étendue des activités d'Alexandrine est vraiment très large. Et donc, ceux qui ont regardé la première partie, ils ont vu déjà 5 vidéos, les œuvres où elle a montré, donc où elle a participé en tant que productrice, directrice, de toute façon, avait quelques relations avec ces ouvrages. Et donc, notre programme, il est très large pour cette soirée. Il est lié à sa grande expertise. Et en plus, ce programme n'inclut pas les œuvres d'Alexandrine comme en tant qu'artiste, peintre. Mais peut-être on va compléter ça plus tard. Et donc, je vous rappelle que nous avons une diffusion en français sur Facebook et en russe sur VK. Donc, vous avez la chance d'accéder à cette traduction. Pendant quelques semaines, nous avons discuté le programme avec Alexandrine, et j'avais toujours l'impression, je pense que c'était Daniel Galloway, qui a dit que il est possible que nous, les terriens, nous habitons dans une simulation construite de réalité qui est préparée par quelqu'un qui est de supérieur, et il nous regarde. Et moi, j'avais cette impression quand on travaillait, quand on parlait avec Alexandrine en discutant cette rencontre, parce que déjà, on a eu plusieurs projets avant qui ont été créés avec la participation d'Alexandrine, mais à chaque moment, elle a ajouté, voilà, j'ai travaillé avec lui, ou j'ai travaillé avec elle, donc comme ça, j'avais déjà l'impression que Curse of Knowledge, c'est comme projection de la réalité qui a été créée par Alexandrine dans son esprit, dans sa tête. C'est André qui rit parce qu'il ne cache même pas que c'est vrai que les extraterrestres, ils sentent aussi ça. Donc, moi, je continue cette idée brillante et cette introduction brillante de Pascal et de Patrick. Donc, merci beaucoup pour ce projet, pour la participation de toute l'équipe de l'Institut français à notre initiative. Et je tiens à noter, et pour Anton et pour tout le monde, c'est que Pascal, il se convertit en version française d'Anton Tchekhov, à cause aussi de sa barbiche qui devient de plus en plus volumineuse. Et comme ça, il ressemble à notre écrivain classique russe, Anton Tchekhov. Et donc, je dis toujours ça à tous les jeunes artistes. En fait, c'est notamment pour ça que je suis dans ce projet, c'est pour diffuser les connaissances cachées et secrètes pour que les jeunes artistes puissent écrire dans leur cahier ou peut-être taper dans leur iPhone, ils puissent utiliser les connaissances auxquelles ils accèdent à travers nos artistocs, et comme ça, ils vont se raffermir dans leur chemin et leur talent.
Et donc, l'artiste contemporain, non seulement il doit avoir le talent, mais il doit se produire aussi. Il doit être un producteur de soi-même. Et tout ce que fait Anton, moi ou Pascal, comme professionnel à sa place, en expert qui travaille à l'Institut français, et ce que fait Alexandrine également, ce sont des nuances et des facettes des arts visuels qui sont liées à la production. Je vous rappelle que c'est ma 6e année de Zdesna Taganke et la tâche principale de mon activité, c'est de créer une plateforme pour les jeunes artistes qui n'ont jamais été exposés avant, puissent avoir une plateforme pour expérimenter, pour essayer leurs forces, pour avoir un impact, peut-être de l'aide de moi-même, de la galerie, c'est pour pouvoir voler vers leur avenir brillant. Et donc, pour que votre vol puisse être vraiment efficace, s'il vous plaît, soyez vigilants quand vous êtes en train d'écouter ces secrets qui sont découverts ici par moi et Anton. Et c'est en fait tout ça, ces possibilités, ces opportunités, elles s'ouvrent grâce à la générosité de l'Institut français et des artistes français. C'est une école vraiment brillante et donc il faut que vous mémorisez tout. Merci. Je donne la parole à notre héroïne. Et donc, c'est le directeur de l'école qui a pris parole. Maintenant, Alexandrine, on est vraiment très, très content de vous voir et donc la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette invitation. Merci à la nouvelle scène du théâtre Alexandrinsky et à l'Institut français de Saint-Pétersbourg et à tous les deux, André et Anton, de me recevoir. Et merci aussi pour cette présentation très exhaustive de mon parcours. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Effectivement, on fait un petit pas de côté par rapport, je pense, aux différents talks, aux différentes rencontres que vous avez eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant avec des artistes. Donc effectivement, mon métier principal serait sans doute productrice et je vais essayer de vous raconter un peu ce que je fais aussi en vous présentant des projets sur lesquels j'ai travaillé et qui me semblaient un peu emblématiques de la richesse de la création numérique et des arts numériques et aussi peut-être des pistes intéressantes pour demain faire des arts et de la création numérique partout dans le monde. Du coup, donc peut-être pour me présenter un tout petit peu plus, moi j'ai étudié la philosophie, donc je ne viens pas du tout du monde technologique au départ, j'ai vraiment fait des études très littéraires et en sortant de ces études, j'ai beaucoup hésité à faire une thèse, un doctorat et puis je me disais qu'en fait, je ne pouvais pas comprendre le monde et faire de la philosophie sans comprendre le numérique. Et puis par ailleurs, j'avais eu une petite expérience dans les médias. J'avais travaillé au musée du Louvre sur le journal du Louvre qui s'appelle Grande Galerie. Et j'avais aussi beaucoup aimé cette idée de travailler en équipe sur un projet très concret qui à la fin sortait et pouvait toucher un large public. C'est vrai qu'une thèse ne touche pas forcément un large public. Et donc, de ces deux points de vue-là, j'ai décidé de, là encore, faire un petit pas de côté et de me poser la question de ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai intégré un master dans une école de commerce, donc rien à voir avec la philosophie, où j'ai découvert le monde des médias. En général, c'était très large, donc il y avait à la fois des cours de journalisme, des cours de radio, des cours sur la télévision, des cours de management, et puis quelques cours sur les nouveaux médias et les nouvelles écritures. Et ça a été une vraie rencontre, je crois, à la fois de ces interrogations que je portais sur comment on peut penser le monde aujourd'hui sans le numérique. En fait, c'est pas possible parce que le numérique est partout, il est profondément ancré dans toutes les facettes de notre vie et de plus en plus, on s'en rend compte quand on marche dans la rue et qu'on voit des gens avec des téléphones dans la main qui ne regardent plus tellement autour d'eux. Et puis, du coup, j'ai un peu, je me suis vraiment posé la question de ce que je voulais faire. Je ne savais pas très bien, mais ce qui m'intéressait, c'était l'art, ça c'était sûr. J'ai toujours adoré l'art sous toutes ses formes, j'ai toujours adoré lire, j'ai adoré aller voir des expositions. J'ai vraiment, toute ma vie, j'ai été nourrie par des œuvres d'art. Et puis, ces nouvelles technologies m'intriguaient beaucoup. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études dans les effets visuels pour le cinéma. Donc, déjà à l'intersection de l'art et de la technologie.
J'ai travaillé sur un film que certains d'entre vous ont peut-être vu qui s'appelle Kingsman Secret Services notamment, et puis sur un blockbuster taïwanais où on faisait exploser des immeubles avec des hélicoptères. Et j'ai beaucoup aimé le rapport au travail d'équipe où j'ai rencontré plein de graphistes incroyables qui programmaient l'effondrement d'un pont en utilisant des lois physiques. Et voilà, je pense qu'il y avait quelque chose là d'assez passionnant. Et puis, au terme de cette expérience, j'avais donc découvert les nouveaux médias un petit peu pendant mes cours dans cette école et je me suis dit que j'allais essayer d'intégrer ces petites structures de production, ces petites sociétés de production qui commençaient doucement à émerger à Paris et qui s'occupaient de nouveaux médias, qui produisaient des nouveaux médias avec des artistes, bien sûr, avec des réalisateurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré le studio Small Bang, qui est un studio de création interactive qui a fait beaucoup de projets et qui a notamment fait Fugue VR, dont je vous parlerai tout à l'heure, et Falena, qui a produit Fugue VR et Falena. Et donc, je les ai produits aux côtés du fondateur de Small Bang, qui s'appelle Pierre Catan, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire aussi. Et ensuite, j'ai rejoint Lucid Realities, qui est donc un studio de production et de distribution d'œuvres de réalité virtuelle et de réalité augmentée, donc plutôt spécialisé vraiment dans tout ce qui a trait à la création immersive, je dirais, et qui travaille beaucoup avec des musées et aussi avec des artistes. Et donc, j'avais envie de vous présenter 3 projets aujourd'hui. Un projet qui mêle le digital et la bande dessinée, qui s'appelle Falena, qui a donc été produit par Small Bang. Un second projet qui mêle la danse et la réalité virtuelle, qui s'appelle Fugue VR. Et un troisième projet qui mêle les arts visuels et la réalité virtuelle, qui s'appelle Endodrome, dont parlait tout à l'heure Pascal, de Dominique Gonzalez-Foster, qui est une artiste contemporaine française. Il y a 2 petits axes que j'aimerais parcourir avec vous en filigrane en vous présentant ces projets. Un premier axe qui a trait à l'usage des technologies et à la façon dont on les utilise. Je pense qu'il y a une chose très importante qu'ont dû vous dire tous les artistes que vous avez accueillis. Je n'ai pas écouté toutes les rencontres que vous avez faites, mais qui est sans doute de dire qu'au départ, il y a une histoire qu'on veut raconter, un message qu'on veut faire passer, une vision qu'on veut transmettre et concrétiser et rendre accessible au public. Et du coup, les technologies sont toujours un moyen de mettre en œuvre, de donner à voir, de transmettre ce message, cette vision ou cette histoire. Et du coup, on ne part jamais des technologies, on part toujours de ce qu'on veut raconter et de ce qu'on veut transmettre. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, va pouvoir être illustré par les 3 projets que je vais vous présenter. Et l'autre chose dont je voulais vous parler en filigrane au travers de ces 3 cas d'école, c'est aussi sans doute l'intérêt aujourd'hui à hybrider les équipes d'abord avec lesquelles on travaille, parce qu'on a parlé beaucoup des projets sur lesquels j'ai travaillé, mais tout ça, c'est vraiment des travails d'équipe et chacun apporte une petite pierre à l'édifice et c'est ces équipes très transdisciplinaires qui permettent à ces projets d'exister. Et c'est rarement finalement un artiste tout seul, et d'où Pascal le disait, mais effectivement, on est sur des délais de production, des temps de production qui sont assez longs et qui nécessitent aussi des financements assez importants parce qu'on est souvent des équipes assez nombreuses à travailler sur ces projets. Mais aussi l'intérêt à croiser les expertises quand il s'agit de la diffusion, mais aussi de la production. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai intérêt à travailler, et de part et d'autre, à travailler avec des lieux de diffusion traditionnels, et notamment avec des musées, avec des théâtres, et ce n'est pas du tout anodin qu'on soit accueilli aujourd'hui par un théâtre. Il y a un vrai intérêt à s'appuyer sur les savoir-faire des uns et des autres, et finalement, le digital n'est pas grand-chose en lui-même, il se nourrit de toute une culture qui existe déjà et de savoir-faire. Et je crois qu'on peut difficilement aujourd'hui créer des œuvres digitales qui coûtent très cher, qui prennent beaucoup de temps à produire sans penser leur diffusion, et que ça a beaucoup de sens de co-créer des œuvres avec des artistes venus de différents horizons, donc à la fois des chorégraphes, des danseurs, des metteurs en scène de théâtre, des artistes visuels, mais aussi de coproduire des œuvres avec des musées, des théâtres, des salles de spectacle vivants. Et voilà, c'est un petit peu ces 2 axes-là que j'aimerais aujourd'hui exposer en filigrane, parce que je vais surtout vous parler des 3 projets Falena, Fugue VR et Endodrome que je voulais vous présenter. Du coup, peut-être qu'on peut commencer par Falena.
Falena, c'est une bande dessinée pour tablette et smartphone. C'est la première bande défilée pour tablette et smartphone. Bande défilée, alors en français, c'est un peu difficile à traduire. En anglais, on dirait scrolling graphic novel, peut-être. Donc, c'est une bande dessinée sans cases, avec du son, avec de la musique et avec des animations. Donc, on est sur quelque chose qui ressemble à la bande dessinée parce qu'on a des bulles de bande dessinée. Mais par-dessus, on ajoute du son, on l'enrichit avec du son et des animations. Et je vous propose tout de suite de regarder le teaser et qu'on en reparle un petit peu ensuite avec ces images-là en tête. Donc, on peut lancer la première vidéo. Alors, je vous montre, c'est vraiment une application, donc c'est sur tablette et smartphone. Et en fait, on peut vraiment, il suffit de scroller. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. On scrolle comme ça et on découvre cette bande défilée. Donc, ça, je vous invite à la télécharger parce qu'elle existe encore, elle est sur les stores, donc vous pouvez aller sur l'App Store ou sur Google Play, sur votre téléphone ou sur votre tablette, et vous pouvez télécharger cette application qui dure, c'est 1h30 d'histoire, donc c'est quand même assez long, on est presque sur un temps de film finalement. Et donc, comme vous avez pu le voir, on est vraiment sur quelque chose qui a trait à la bande dessinée, puisqu'on a des bulles, on a des dessins qui ressemblent à des dessins de bande dessinée, mais sans cases, et avec du son et des animations. Alors, les animations, c'est des effets de parallaxe. Donc, en fait, on positionne des couches de dessin dans la profondeur, et ça permet de donner un effet de relief. Et du coup, on n'est plus sur quelque chose qui est complètement plat, mais sur quelque chose qui est mouvant avec des effets de relief. Donc, c'est une bande dessinée, une bande défilée qui a été créée par une artiste qui s'appelle Marietta Rennes, qui, elle, vient du cinéma d'animation au départ. Donc, elle a travaillé sur beaucoup de films d'animation, notamment Avril ou Le Monde Truqué et Ernest et Célestine, qui sont des films qui ont eu un assez grand succès. Et ça, c'est vraiment un projet personnel qu'elle a pensé, elle, sur lequel elle a travaillé pendant 3 ou je crois même 4 ans avant de venir voir Small Bang en demandant si ça leur semblait possible de trouver des financements pour faire ce projet-là. Elle avait vraiment envie, elle est d'origine chinoise, elle avait vraiment envie de travailler sur à la fois l'idée de tapisserie et l'idée de rouleau chinois, donc de rouleaux qu'on déroule avec ces espèces de dessins infinis qui s'étendent dans la longueur du dessin. Elle est vraiment partie de là et elle a inventé cette histoire qui est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Audrey, qui a des hallucinations, qui voit des grandes baleines blanches autour d'elle et c'est quand même un problème parce que ça lui arrive à des moments un peu inopportuns. Donc elle voit ces grandes baleines blanches autour d'elle et du coup ça lui pose des problèmes dans sa vie de tous les jours et elle va finir par rencontrer une équipe de chercheurs, de scientifiques, de neuroscientifiques qui vont lui proposer de faire des tests avec eux pour apprendre à maîtriser ces crises hallucinatoires en faisant de l'apnée.
Et de fil en aiguille, elle va découvrir qui elle est et pourquoi elle voit des baleines. Donc, c'est une histoire assez belle, assez grand public, qui a touché beaucoup de gens, puisque c'est une application qui a été téléchargée par plus de 80 000 personnes. Elle a été coproduite donc, par Small Bang, le studio où je travaillais, et France Télévisions, qui est la chaîne publique française. Qui est une des 2 chaînes de télévision françaises qui produit des œuvres numériques en France et qui donc les finance en partie. Elle a aussi été financée grâce à un fonds hyper important en France qui s'appelle le CNC. Donc le CNC, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée. C'est un fonds public qui finance à la fois le monde de l'audiovisuel traditionnel, donc le cinéma d'animation, les documentaires, mais qui, depuis quelques années, finance également les œuvres numériques, les œuvres digitales, dans la mesure où elles sont narratives, mais il y a aussi un guichet qui finance les œuvres d'artistes. Et donc en France, vous le voyez déjà, on a beaucoup de chance parce qu'on a des possibilités de financement qui existent pour monter des projets numériques assez ambitieux. Et donc, Falena, pour moi, est un bon exemple de projet qui, d'ores et déjà, donc déjà, il y a une chose qui me semble importante, c'est que le fond et la forme sont intrinsèquement liés. Moi, je suis une grande amatrice de poésie, et ce que j'aime profondément avec les nouveaux médias, c'est que la forme est aussi importante que le fond et que la forme participe du message et de l'histoire qu'on raconte. Et en l'occurrence, par exemple, c'est assez cohérent dans Falena parce que les animations que vous avez pu voir n'existent que lorsque le personnage Audrey a des crises hallucinatoires. Donc, ce n'est pas quelque chose de gratuit qu'on est venu ajouter pour faire joli ou parce que c'était esthétique. C'est vraiment quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'histoire et du coup à la réception de l'histoire par les lecteurs aussi. Deuxième chose importante pour moi dans ce projet, c'est sans doute le fait que l'interaction est extrêmement simple. Et très souvent, quand on parle de numérique, de digital, en France, il y a eu beaucoup de web documentaires qui étaient des sites web où on découvrait des sujets documentaires et on agrégeait plein d'informations sur un sujet donné. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, je vous dis n'importe quoi, et vous pouviez cliquer, découvrir des lettres de soldats, découvrir des photos d'époque, découvrir des films. Mais en fait, le fait de cliquer partout ne garantit pas pour moi une expérience qui soit complètement intuitive et qui soit suivie et qui permette de rentrer complètement dans une histoire, de s'immerger dans une histoire. Et là, Falena, c'est intéressant parce que ce n'est pas ce qu'on appelle une technologie immersive, ce n'est pas de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, c'est simplement une application pour tablette et smartphone. Mais d'ores et déjà, avec cette interaction très, très simple, on rentre dans quelque chose de manière très, très intuitive et du coup, ça permet d'avoir une expérience assez intense finalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là et donc je vous conseille vraiment, si certains d'entre vous téléchargent l'application, d'écouter le son avec un casque audio aussi parce que le son est très travaillé et qu'il est très beau et il y a beaucoup de nuances finalement. Et donc, on est dans quelque chose où d'ores et déjà, on s'immerge dans un univers. Et finalement, parfois, ce qui est intéressant avec Falena, c'est qu'il y a des pistes qui ont été étudiées au début de l'expérience qui visaient à en faire quelque chose plus un objet audiovisuel. Donc, on imaginait pouvoir mettre des voix off comme dans un film ou dans un film d'animation. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'est en étant au contraire complètement dans l'économie, à la fois l'économie des interactions avec ce mouvement très simple de scroll et à la fois cette économie aussi d'usage avec du texte qui apparaissait juste dans des bulles comme dans une bande dessinée, qu'on arrivait à créer une expérience qui avait vraiment du sens et pour un public très large, à la fois un public professionnel, le grand public, des enfants, des adultes, même des personnes un peu âgées qui d'habitude n'ont pas du tout l'habitude de consommer des choses sur leur téléphone portable ou leur tablette. Moi, j'ai présenté le projet dans des festivals. Il y avait des personnes de 70, 80 ans qui le faisaient et qui trouvaient ça super parce que c'était tellement simple que ça leur paraissait complètement intuitif, là où d'habitude, à chaque fois qu'ils devaient regarder leur téléphone, ils avaient un petit peu de mal à se plonger dedans. Et puis, l'autre chose que je voulais souligner, c'est qu'on a une équipe très pluridisciplinaire sur ce projet aussi. Donc, Marietta Rennes, l'auteure, qui est aussi la réalisatrice et la dessinatrice, vient du cinéma d'animation. On avait un développeur pur et dur qui a vraiment créé le moteur qui fait tourner la bande défilée. Donc, c'est vraiment un moteur fait maison, spécialement fait pour faire tourner cette bande défilée de la manière
manière la plus fluide possible, avec un enjeu aussi qui est de l'ordre de l'usage, qui est qu'en fait, on peut regarder cette bande dessinée sans connexion Internet. Une fois qu'on a téléchargé l'application, qui est quand même assez lourde parce qu'elle fait 300 mégaoctets, une fois qu'on l'a téléchargée, on peut la regarder partout sans connexion, même dans les transports en commun. Et c'est vrai que parfois, on est dans les transports et on essaye de regarder des sites Internet et en fait, ça marche à moitié et c'est quand même pas très agréable. Et là, ça marche partout, tout le temps, une fois que c'est téléchargé. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant et on l'a fait grâce à ce développeur, Christophe Da Silva. On a quelqu'un, bien sûr, qui a travaillé sur le son. Ce qui était intéressant avec le son, c'est qu'on peut regarder l'œuvre dans un sens, mais on peut revenir en arrière ou on peut s'arrêter. Donc, c'était presque comme du son de jeu vidéo. Il a d'ailleurs travaillé sur un logiciel de jeu vidéo qui s'appelle Fmod avec des boucles de son. Donc, on pouvait s'arrêter sur l'image quand on voulait et laisser l'image pendant 15 minutes et on allait continuer à avoir le son. Revenir en arrière, ça marchait aussi. Donc, c'était des enjeux aussi très intéressants à étudier. Et puis, Pierre Catan, le producteur délégué du projet, le fondateur de Small Bang, lui, il vient plutôt du monde de l'édition. Il a créé un journal en France qui s'appelle Ouzbek Erika. Il avait travaillé sur une bande dessinée aussi, donc il avait cette connaissance des livres. Et moi-même, j'aime beaucoup, beaucoup les livres et j'ai travaillé un petit peu dans le service des éditions du musée du Louvre. Donc, on le voit dans l'équipe, il y avait une équipe très pluridisciplinaire. Et c'est aussi un projet qui a pu du coup être diffusé dans des lieux plutôt liés au monde du livre. Il a beaucoup voyagé dans des médiathèques et du coup c'est hyper intéressant de voir que finalement cette hybridation, elle se retrouve à la fois dans les équipes, à la fois dans le format de l'œuvre et à la fois dans le modèle de diffusion où finalement on va pas être sur des modèles complètement digitaux, on va pas être sur les réseaux sociaux du tout, on va être au contraire, on va avoir des médiathèques qui vont présenter l'œuvre à leur public et qui vont faire des ateliers et qui vont en parler avec eux. Donc ça, c'est super intéressant. Et le projet a été lancé notamment en 2016, donc c'est un projet qui date un petit peu déjà, mais dans le cadre du Festival d'Angoulême, le Festival international de bande dessinée d'Angoulême. Donc, c'est intéressant parce qu'il a été lancé, non pas du tout dans un festival digital ou technologique, mais dans un festival de bande dessinée. Et où était présenté aussi, vous avez vu dans le teaser, il y avait une grande fresque monumentale. Donc, en plus de l'application qui raconte l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Audrey, il y avait aussi une fresque monumentale qui reprenait une partie de l'histoire de l'application, mais qui la déclinait sous la forme d'un mythe, le mythe des phalénas, qui sont en fait des espèces d'êtres hybrides, baleines, humains, à moitié baleines, à moitié humains. Et donc, on a un projet qu'on pourrait qualifier de transmédia, puisqu'on a un univers narratif qu'on décline sur différents supports. Et on ne se contente pas du tout de dupliquer la même histoire sur deux supports différents. On a un même univers narratif, mais on a deux histoires différentes qui correspondent à ces deux supports et qui permettaient, avec cette fresque monumentale et l'application, de coudre le monde digital et le monde réel. Et c'est quelque chose qu'aimait beaucoup faire Small Bang et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais rejoint ce studio au sein duquel j'ai travaillé pendant 4 ans. C'est que pour moi, le digital n'a de sens que si on peut recréer du lien social et apporter quelque chose dans le réel aussi. Et c'est ce que faisait cette fresque en allant chercher des publics plutôt amateurs de bande dessinée ou des habitants d'Angoulême et en leur donnant envie de télécharger l'application et de la découvrir. Voilà ce que je voulais vous dire sur Phaléna. Je ne sais pas, Anton et André, si vous vouliez réagir. Да, это здорово. Очень классный проект. C'est super, un beau projet vraiment. Moi, j'aimais dessiner quand j'étais enfant. Et vraiment, c'est un phénomène social, je dirais. Et j'avais un ami quand j'étais en deux premières années d'école primaire. Et donc, notre activité principale, c'est qu'on se dessinait les bandes dessinées justement l'un pour l'autre. On les montrait pas aux autres, c'était juste notre forme d'interaction. Et on dessinait tout ce qui est possible. On redessinait les Trois Mousquetaires de Dumas à l'île des Trésors de Stevenson. On dessinait nos instituteurs. Donc, il y avait des masses et des masses de bandes dessinées différentes. Et quand j'avais 14-15 ans, j'ai re-regardé ces bandes dessinées et j'avais rien compris. J'avais tout oublié. Mais là, à cette époque-là, c'était tout à fait clair. C'était un langage tout à fait particulier. À une autre époque, la bande dessinée, justement, m'est devenue très proche et familière. C'est parce que dans l'animation, il y avait, disons, des défilés d'images. Donc, les animateurs travaillent avec ces défilés d'images, image par image,
Je crois qu'Alexandrine est familière avec certains de mes œuvres. Bon, ça ressemble pas au défilé d'images, mais c'est inspiré par ceci. Donc, il m'a toujours semblé que la bande dessinée était quelque chose de, je dirais, qui mériterait peut-être une autre application à part l'application qu'ils ont déjà. Donc, les nouvelles, graphic novels, c'est intéressant. Les romans graphiques, c'est intéressant, mais pour moi, il serait aussi intéressant d'écouter la bande dessinée, non seulement lire et regarder, parce que ça stimule l'imagination, si vous voulez. Donc, j'ai longtemps pensé à la façon de faire les bandes dessinées plus interactives. Et puis, le scrolling, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez des statistiques sur les médias que les gens utilisent, les supports? Donc, est-ce que c'est plutôt les tablettes ou les téléphones? Et à quel point ça influence sur le format? Alors, ça fait un petit moment, donc je n'ai pas vu les dernières statistiques, mais de mémoire, c'était plutôt sur des téléphones. Je pense tout simplement parce que les gens ont plus de téléphones que de tablettes, finalement. Quand même, aujourd'hui, la tablette n'est pas quelque chose de complètement démocratisé. Après, pour le coup, l'expérience est plus confortable sur tablette et il y avait quand même beaucoup de visionnage sur tablette aussi. Et peut-être quelque chose que j'ai oublié de dire, je rebondis sur ce que tu disais avec cette histoire d'enrichir des bandes dessinées, mais finalement le choix de ne pas mettre de voix off, c'était aussi pour pouvoir permettre, comme dans un livre, au lecteur de complètement maîtriser son rythme de lecture. Parce que si on avait mis des voix off, on était obligé de faire défiler l'application au même rythme que les voix off. Ou alors, on aurait avancé, en plein milieu d'un dialogue, le lecteur se serait arrêté, et là, il n'y aurait plus de dialogue et ça aurait été un peu bizarre. Et là, avec le système de bulles de texte, comme dans la bande dessinée, on est comme dans un livre. Si on veut revenir en arrière, si on veut s'arrêter pour regarder les dessins, on peut le faire. Et c'est là où c'est toujours intéressant, ces questions de minimalisme dans le digital, c'est que ça permet aussi de toujours penser l'usage. Et là, l'usage, c'était de permettre à l'utilisateur de lire au rythme qu'il voulait, d'où cette question de la musique qui devait pouvoir s'arrêter, revenir en arrière, etc. Et de pouvoir choisir son propre cadre de l'image aussi. Et c'est l'intérêt de ne pas avoir de bulle, c'est que finalement, c'est le contour du téléphone ou de la tablette qui devient le cadre de l'image. Mais oui, je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer dans la bande dessinée et c'est intéressant parce qu'au même moment où Falena est sorti en France, il y a pas mal d'applications qui sont sorties pour permettre au public français d'accéder à des bandes dessinées digitales. Mais en fait, c'était juste des PDF presque. C'était vraiment des bandes dessinées digitalisées et on pouvait tourner les pages en cliquant sur son téléphone. Et ce qui est intéressant avec Falena, c'est qu'on n'est pas dans une bande dessinée digitale, on est sur autre chose finalement. On est sur quelque chose de différent et on pourrait d'ailleurs tout à fait avoir la même histoire en bande dessinée papier et ça serait magnifique. Et du coup, c'est toujours intéressant de se poser cette question des usages et de comment on choisit des usages qu'on aime, je pense en tant que créateur et en tant que producteur aussi, qu'on aime dans notre vie quotidienne et comment on en fait quelque chose d'un peu similaire avec des technologies digitales, quoi. Андрей. Да, André? я Oui. Je voudrais dire que dimanche dernier, j'étais à Madrid. Maintenant, je suis à Valencia, une autre ville d'Espagne. Et donc, à Madrid, j'ai assisté à la semaine de design. Et donc, le sujet principal de cette semaine de design à Madrid, c'était le surréalisme. Et donc, moi, je suis tout à fait inspirée par ce que j'ai vu à Madrid. Je regarde maintenant l'univers de l'œil surréaliste et j'ai l'attitude surréaliste envers tout ce que je vois. Et bien sûr, ce principe des rêves et de la vitesse changeante, de par son essence, je dirais que c'est un sujet complètement surréaliste. Et je crois que si Salvador Dali ou Buñuel avaient cette technologie entre leurs mains, ils auraient créé beaucoup, beaucoup de choses pareilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Valencia, demain, j'irai regarder les œuvres de Salvador Dali, un autre surréaliste brillant d'origine espagnole.
Et en fait, Madrid a organisé une exposition tout à fait fantastique qu'ils avaient fait venir du centre Pompidou. L'exposition était consacrée à Jean Prouvé, un architecte français très, très vénéré, puisque on disait qu'il peut juste prendre une pierre et en faire un étalon d'élégance et de beauté. Il était célèbre parce qu'il a rapporté à l'architecture son expérience d'ingénieur. Il a créé des structures d'ingénierie qui permettaient de construire des maisons et des immeubles très rapidement. Et donc, pourquoi est-ce que la semaine de design réunit justement Jean Prouvé et les chroniques du surréalisme et les classiques du surréalisme? C'est parce que son architecture, dans sa version appliquée, elle applique justement la philosophie du surréalisme. позволяли сны делать явью. И ont мне permis de faire les rêves, d'incarner les rêves. Et donc là, ce que j'ai surtout aimé dans cette idée de comics, scrolling comics, c'est l'idée des baleines. Donc c'est un rêve qui se déploie devant toi. Moi, j'adore le noir et blanc. Je dessine toute ma vie en noir et blanc. J'ai la vie des moines du Nord, c'est la vieille méthode. En fait, c'est le ciselage des os de morse. Parce que je suis né au Nord et les peuples locaux, en fait, depuis très longtemps, depuis des siècles, en tuant le morse, ils utilisent ces os pour, en fait, le ciseler, pour y mettre des sujets de leur vie nordique compliquée sur ces dents. En fait, moi, comme enfant, né au Nord, j'ai été inspirée par cet exemple. Donc, c'est l'amour de ce noir et blanc, en fait. De l'autre côté, c'est aussi le noir du Nord et le blanc de la neige. Et le fait que, en fait, il n'y a pas de boule électrique, de lampe électrique. C'est la neige qui diffuse la lumière et qui crée ce fond magique qui, tout ce qui n'est pas blanc, rend au moins visible. Et donc, moi, j'étais très sensible à ça. Et ma perception sensible, en fait, elle est maintenant dans le graphisme noir et blanc. Ce que vous êtes en train de montrer, c'est comme du miel pour un ours. Moi, j'adore, je consomme ces noirs et blancs avec beaucoup de plaisir. J'adore ça. J'adore aussi le fait que la culture de bande dessinée, qui est très connue partout sur notre planète, a eu une nouvelle arme. Et maintenant, nous pourrons en faire un film éternel, indéfini. Et donc, toute cette culture est très liée à la culture japonaise et déjà à la culture chinoise, à l'animation chinoise qui est en pleine évolution. Il y a quelques années que le film qui parlait des enfants des baleines, de dauphins, pardon, donc c'est une comète qui rendait les hommes, au lieu de les tuer, les convertissait en dauphins. Donc cette idée est un peu liée à la vôtre, d'après moi. En plus, le preview que vous avez montré, qui a été montré au théâtre, en fait, moi, je ne savais pas que vous étiez productrice de ce projet, mais j'adore ce projet, c'est la danse, la chorégraphie avec les échelles et les panders, avec le trampolin. Le trampolin avec ce libre chute. Moi, en fait, j'ai eu une page sur Facebook où à plusieurs reprises, j'ai posté ce spectacle parce que c'est vraiment fantastique. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe, à tous les artistes qui en ont fait vraiment un chef-d'œuvre contemporain, performance. Et cet exemple, c'est un exemple fantastique comment surréalisme trouve
de nouveaux héros de notre époque. Parce que pour moi, quand je l'ai vu, moi, je pensais à quelqu'un qui monte l'escalier, il tombe sur le cadran, donc sur l'horloge. Donc, c'est quelqu'un qui monte l'échelle de la vie et il tombe sur le cadran qui compte ses heures, ses minutes. Toi, tu marches, mais les jours passent et les heures passent et comme ça, il retourne vers l'escalier. Et ça, c'est ma performance préférée. Donc, merci beaucoup à tous les créateurs. Donc, voilà mon commentaire assez prolongé. Donc, voilà mes perceptions et je redonne la parole à notre héroïne. Merci beaucoup et je suis ravie que Falena vous ait plu. Et justement, je voulais vous parler de Fugue VR, ce projet qui mêle réalité virtuelle et danse de Johan Bourgeois. Effectivement, Johan Bourgeois a travaillé sur cette pièce de danse qui s'appelle Fugue Trampoline. Et c'est très beau parce qu'il l'a joué dans plein d'endroits différents et il dit qu'il veut la jouer jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ce que tu décris, André, avec cette idée de monter les marches et d'y revenir toujours et de compter les heures, c'est complètement inscrit dans la démarche même du projet que je trouve très belle, justement, parce que aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans... il faut toujours créer des choses nouvelles et il faut créer l'événement. Et là, on a une œuvre qui se recrée à chaque fois. Et je trouve ça très beau d'imaginer Johan Bourgeois danser cette œuvre jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire et pour l'avoir vu de très près, c'est extrêmement émouvant de le voir parce que je vais vous montrer des images tout à l'heure parce que là, on parle pour ceux qui l'ont vu déjà, mais il joue sur la suspension et on a vraiment l'impression qu'il reste suspendu dans les airs et qu'il défie la gravité. Donc par Pierre Catan, son fondateur. Moi, j'étais productrice exécutive, donc j'ai suivi vraiment tout le projet du début à la fin. Vous m'entendez bien? Ouais. C'est la Maison de la Danse, qui est un lieu de spectacle vivant à Lyon, qui est venu chercher Smallbang, ce studio de création interactive, en disant, voilà, nous, on va ouvrir un lieu dédié à la danse amateur, aux pratiques amateurs et aux danses du monde à Lyon, dans un musée aujourd'hui désaffecté. Il y a 3 ans de travaux devant nous, avant que ce lieu n'ouvre, et on voudrait créer un projet digital pour valoriser ce lieu avant qu'il n'existe. Donc, tout est parti de là. Et ils nous ont demandé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, à un projet transmédia qui mêlerait digital et danse. On leur a proposé plusieurs petits projets et assez rapidement, on a eu envie de tenter l'expérience de faire une vidéo de danse en réalité virtuelle. Et du coup, il y avait beaucoup de questions qui se posaient parce que la réalité virtuelle, c'est c'est une expérience cognitive qui trompe le cerveau finalement. Donc c'est de l'image déjà, c'est que de l'image et du son. Et ça trompe le cerveau, ça vous fait croire que vous êtes dans un autre monde, que ça vous transporte dans un autre monde. Et pour la danse, c'était pas tout à fait suffisant parce que quand on parle de danse, on a tout de suite envie d'avoir des sensations, de sentir des choses parce que la danse a trait au corps. Et on a aussi peut-être envie, comme quand on voit un spectacle, de ne pas faire l'expérience tout seul, enfermé dans son casque de réalité virtuelle, mais de le faire de manière collective, en étant entouré. Parce que très souvent, quand on regarde un spectacle, on est entouré d'autres gens et on sent leurs réactions, on sent leurs émotions et on est vraiment dans une expérience collective. Et donc, c'est vraiment en réfléchissant à tout ça que de fil en aiguille, on est arrivé au concept de Fugue VR avec le réalisateur Michel Riac, qui vient plutôt du monde de l'audiovisuel. Il a travaillé dans une chaîne de télévision française qui s'appelle Arte. Notamment, il a écrit plusieurs projets audiovisuels et de nouvelles écritures, mais il a aussi été danseur dans une vie passée et il a dirigé un centre national chorégraphique. Et Johan Bourgeois, c'est la maison de la danse qui a proposé de travailler avec Johan très rapidement. Et Johan, c'est un chorégraphe incroyable. Et je vous propose de regarder les images du teaser pour qu'on puisse en parler un petit peu plus avec des images en tête. Donc, aborder la question du vertige autrement.
de perdre les repères d'une manière totalement inédite, qui rejoint en fait la pièce Fugue Trampoline, qui est la pièce de laquelle est parti le scénario qu'on a imaginé. La danse est un rituel, donc c'est un rituel un peu au même titre que le mythe de Sisyphe, un rituel d'accomplissement qui n'aboutit jamais. La réalité virtuelle peut te faire vivre la danse de l'intérieur. Ça, c'est un choix évident. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Vous serez complètement immergé dans le film. Et c'est vous qui serez pilote de ce que vous voulez voir dans le film. Nous allons créer une vague avec les bras pour rentrer dans le mouvement. Attention, on y va. Donc, vous voyez là, il y avait beaucoup de partenaires. On a vu le mur de logo à la fin. Il a fallu tous ces partenaires pour rendre possible ce projet-là. C'est vraiment, en fait, la réponse aux questions que je posais tout à l'heure de comment ramener de la sensation, comment ramener quelque chose qui est très au corps dans une expérience cognitive de réalité virtuelle. La réponse a vraiment été de ramener le réel dans le virtuel. Et donc de ramener des corps, de ramener d'autres corps, d'autres participants, d'amener aussi des danseurs médiateurs. Et donc vous avez pu le voir dans le teaser, je suis désolée pour ceux qui avaient déjà vu le making-of, il y avait des images un peu similaires, mais l'idée c'était vraiment de pouvoir permettre de ramener des touchés, le fait de toucher d'autres corps dans la réalité virtuelle. Et c'était compliqué de le faire bien parce que quand on est dans un casque de réalité virtuelle, pour ceux qui ont déjà essayé, on est souvent dans une expérience assez solitaire, mais on se sent aussi très vulnérable parce qu'on ne voit plus le monde extérieur. Et du coup, il y a quelque chose, une vulnérabilité. Si on vous touche pendant que vous faites une expérience de réalité virtuelle, vous n'allez pas le voir dans l'image du casque et du coup, vous allez avoir peur en général. Donc, il y avait quelque chose de cet ordre-là à trouver pour le faire sans être intrusif, mais le faire de façon complètement intuitive et dans quelque chose qui allait être très doux finalement. Il y avait vraiment une véritable interrogation là-dessus et Johan a été formidable, Johan Bourgeois, pour travailler là-dessus et c'est vraiment incroyable de travailler à chaque fois avec des expertises différentes parce que tout à coup un chorégraphe qui a l'habitude de travailler l'espace, de travailler le corps, il va être dans quelque chose, il va être dans un rapport à la réalité virtuelle et à la création en réalité virtuelle où il va vraiment essayer de créer quelque chose qui a trait à son travail au quotidien. Et donc, Johan disait quelque chose de très intéressant. Il disait, en fait, en VR, on peut créer, en réalité virtuelle, on peut créer un espace mental. Et c'est très intéressant parce que tout à coup, on a un espace qu'on peut travailler comme un espace mental, comme un espace surréaliste. On parlait de surréalisme tout à l'heure avec André, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous avez pu voir, par exemple, le trampoline. Il y avait, pour Johan, il y a quelque chose de très important pour lui, c'est qu'on ne doit pas voir le trampoline. Le trampoline est un outil pour créer cette suspension, mais on n'est pas censé le voir. Et du coup, au début, on avait pris des images du haut du trampoline, mais où on voyait le trampoline, et Johan nous disait non, ça ne me va pas. Moi, mon public, quand il voit cette œuvre, quand il voit Fugue Trampoline, il est assis devant, mais le trampoline est plus haut que ses yeux, donc il ne le voit pas. Et du coup, on a travaillé cet espace mental et on a fait de ce trampoline un espèce de portail temporel, de portail vers un autre monde, vers un monde parallèle, un monde du dessous,
où tout à coup, Johan, le personnage de Johan, allait pouvoir passer en passant d'un monde à l'autre. Donc, il y avait vraiment ça. Il y a eu aussi tout un travail sur qu'est-ce qu'on raconte, parce que finalement, c'est une œuvre très conceptuelle. Et donc, le réalisateur, Michel Reillac, a beaucoup travaillé sur la façon, ce qu'on allait raconter. Et on est parti, en fait, le lieu où est filmée l'œuvre, c'est le musée Guimet à Lyon. Et c'est ce fameux musée désaffecté où la Maison de la Danse est en train de construire un lieu dédié aux pratiques amateurs et aux danses du monde. Donc, c'est comme ça que ça se connectait avec eux, leur projet de préparer l'ouverture de ce lieu. Ce lieu est magnifique. Et du coup, Michel Reillac, le réalisateur, il a tout de suite vu une sorte de vaisseau spatial. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'on a un petit peuple perdu dans un vaisseau spatial à la dérive dans l'éther intersidéral et qu'on va essayer qu'en fait, l'escalier et ce que fait Johan sur l'escalier est une sorte de rituel qui permet de maintenir le vaisseau en vie et de maintenir le peuple en vie. Donc, il y a eu toute cette histoire qui a été racontée qui vient se superposer un petit peu, ou en tout cas raconter autrement l'œuvre de Johan. Et puis après, il y a vraiment cette dimension de toucher. Donc, quand Johan est devant nous dans le film de réalité virtuelle, on a une superposition du virtuel et du réel et on touche un danseur. Donc, on sent vraiment un corps devant nous. On crée une 4e dimension, quelque part, en plus des 3 dimensions de l'image, puisque c'est une image stéréoscopique en 3D. Et on a aussi, à la fin, vous avez vu, on a travaillé beaucoup sur cette notion de comment faire ressentir le geste chorégraphique de Johan Bourgeois. Et on en est venu à se dire qu'il fallait que l'utilisateur de réalité virtuelle puisse incarner le corps de Johan et puisse ressentir ce qu'il ressent quand il tombe sur le trampoline. Et techniquement, ça a été assez compliqué parce que ça voulait dire réussir à filmer Johan en train de tomber sur le trampoline, il tombe quand même d'assez haut, avec des caméras pour filmer en réalité virtuelle, donc à 360 degrés. Et donc, on a vraiment, avec Fuzil Wahem, qui était l'assistant réalisateur de Michel Reillac, on a fabriqué un casque sur lequel il a fixé des caméras GoPro. Donc, si ma mémoire est bonne, il y en avait 10, donc autour du casque, plus une dessus et une sur le menton, pour pouvoir filmer vraiment le corps de Johan en train de tomber. Et donc, on voit à la fin, on voit ses mains, on voit ses pieds, et en fait, dans la réalité virtuelle, on tombe soi-même sur le trampoline. Alors, on avait fabriqué d'abord un premier casque avec un casque de skate pour la petite histoire. Et quand Johan l'a essayé, il a dit c'est pas possible, ça bouge trop. Et du coup, c'est trop dangereux, ça change mon poids. Et donc, finalement, on a refait tous les réglages de caméra sur son casque de moto qui était plus ajusté à sa tête et qui donc lui permettait de pouvoir faire ces mouvements de chute et de rebond sans se faire mal. Donc, c'était techniquement, c'était quand même assez impressionnant aussi. Et après, il y a eu toute une partie en post-production très importante parce que et surtout, en général, quand on fait des mouvements dans le monde de réalité virtuelle ou qu'on force des mouvements dans le monde de réalité virtuelle qu'on ne fait pas dans le monde réel, tout à coup, il y a un écart entre ce qu'on ressent et ce qu'on a l'impression de vivre. Et donc, ça ne marche plus du tout. Et là, par exemple, on tombe en arrière, mais dans le monde réel, on est debout avec notre casque de VR sur la tête. Et donc, ça peut faire très, très mal au cœur. Et donc, il a fallu beaucoup, beaucoup retravailler l'image, la ralentir pour que ça devienne spectaculaire, certes, mais aussi tout à fait confortable. Donc, il y a eu un vrai travail de comment on rend cette expérience où en fait notre corps ne bouge pas, mais on a l'impression qu'il bouge, ce qui n'est pas du tout logique, comment on la rend accessible et confortable pour le grand public et même pour les gens qui sont un peu sensibles à la VR, parce qu'il y a des gens qui, même dans des films très bien faits, peuvent avoir cette kinétose, ce sentiment. Alors, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et donc, on a beaucoup travaillé en post-production sur ralentir cette image pour qu'à la fois, on ait l'impression de tomber sur le trampoline comme Johan et qu'à la fois, on le vive de manière très confortable et qu'on soit heureux de le vivre comme ça. Et puis, la dernière chose que je voulais dire peut-être, c'est que donc, ça a été un projet coproduit avec la Maison de la Danse, qui est un lieu de diffusion de spectacles vivants, qui a été lancé dans une biennale de la danse. Il y a une biennale internationale de la danse à Lyon, qui a lieu tous les 2 ans. Donc là, c'était en septembre 2018. Et ensuite, le projet a voyagé dans plein de théâtres. Et donc, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on sort un peu de l'idée préconçue
qui voudrait que le numérique n'existe que dans des mondes numériques ou sur des plateformes numériques, comme les jeux vidéo, par exemple. Quand on télécharge des jeux vidéo, on les télécharge sur Steam. Là, on est dans des démarches complètement différentes, où on a vraiment travaillé avec des lieux de diffusion traditionnels, bien sûr du fait du sujet et de la collaboration avec Johan Bourgeois, mais où tout à coup, ça avait vraiment du sens, et même pour plus de place. У нас остается полчаса. Ага. Et tout à coup, le théâtre pouvait complètement gérer tous ces problèmes-là. Et encore une fois, on voyait la grande pertinence de travailler avec des équipes complètement hybrides. Tu voulais dire quelque chose, Anton? Нет, просто у вас... Non, c'est juste que du coup, à un certain moment, vous étiez figé, et donc j'utilisais cette opportunité pour dire que il ne nous reste que 30 minutes, que donc si quelqu'un il a déjà des questions, donc on les attend, et voilà, je vois pas encore notre page sur VK, mais s'il y a des questions, donc je demande à mes collègues de nous les adresser. У меня есть вопрос. У меня Moi, есть j'ai une question à vous en tant que productrice. Donc, l'ensemble de l'industrie, disons, artistique qui est liée au modelage ou à la simulation d'un nouvel espace. Donc, d'une part, ceci remplace les impressions que le cerveau aurait pu obtenir en rencontrant différentes substances psychotropes. Donc, dans ce cas, le VR, ça fait souffrir différentes fonctions cérébrales de la même façon que si on prenait un stupéfiant, par exemple, ou une autre substance chimique. Vous parlez de la nausée, etc., mais ça veut dire que l'on essaie de trouver une voie qui nous permettrait justement de renoncer à cette influence chimique sur notre conscience, tout en fabriquant des outils qui engendreraient le même effet, mais plutôt atténué et plutôt bénéfique à la santé. Donc, un effet stimulant de différentes fonctions de notre cerveau. Ça veut dire qu'à travers toutes les formes de l'art que l'on pratique depuis 20 ou 30 dernières années, ce qu'on essaie de faire, c'est d'adapter le cerveau humain à un long voyage intergalactique, puisque personne ne sait ce que l'humain va devenir si son côté psychique quitte donc notre Terre, quitte notre planète. Il est très probable que l'on sentira des pertes psychologiques importantes. Donc, à mon avis, tout ce que l'art technogène, je dirais, cherche à faire depuis les 20 ou 30 dernières années, c'est d'élargir les possibilités de notre cerveau à travers l'entraînement physique et non pas à travers les substances psychologiques. D'autre part, toute cette violence par rapport à notre psychisme a engendré le marché de l'art numérique, les tokens qui sont vendus maintenant partout. Vous avez peut-être entendu parler que l'artiste canadienne Kim a vendu un modèle de sa future maison sur Mars moyennant 500 000 $. Donc, alors, quelle est votre attitude envers cette situation? Vous êtes, disons, vous représentez l'art humanitaire qui assure l'avenir de la psychiatrie humaine. Mais, d'autre part, il y a des structures commerciales qui utilisent les mêmes outils pour avoir du revenu, pour avoir du profit. On peut continuer cette liste. Une chanteuse a enregistré l'acte sexuel avec son copain et l'a vendu pour une somme exorbitante. Une autre personne a enregistré autre chose de vraiment
qui irait plutôt à la poubelle et a reçu beaucoup d'argent. Alors, est-ce que vous êtes tenté d'essayer ces expériences? C'est une grande question. Non, et pour répondre un peu sur l'avenir psychiatrique humain, c'est intéressant parce que justement, le prochain projet que je voulais vous présenter, c'est un projet qui cherche à vous mettre dans un état de conscience altéré. Et Dominique Gonzalez Foster, l'artiste contemporaine, a travaillé avec une chamane qui est aussi musicologue et qui a travaillé sur des sons qui doivent vous aider à vous mettre dans des états de conscience altérés. Je crois que vous avez accueilli Adelin Schweitzer aussi dans les talks qui, lui, travaille sur le techno-chamanisme. Clairement, la réalité virtuelle, il y a quelque chose de cet ordre-là. On trompe le cerveau. Ça peut être dangereux. Je pense qu'il y a un vrai besoin de travailler à une éthique. Comment on travaille la réalité virtuelle pour que ça ait des effets bénéfiques et non pas des effets waouh qui puissent oui, donner envie aux gens de le faire parce que c'est extraordinaire. Mais en fait, je pense qu'on ne sait pas très bien où on met les pieds complètement. On ne sait pas encore très bien ce qui va sortir de tout ça. On ne sait pas très bien ce que ça va provoquer dans le cerveau à haute dose. On ne sait pas très bien tout ça. Et d'ailleurs, c'est amusant quand on ouvre un casque de réalité virtuelle aujourd'hui. Il y a beaucoup de recommandations. On vous dit, si vous n'êtes pas habitué, faites-en d'abord quelques minutes par jour, n'en faites pas trop. Et par ailleurs, on a des artistes comme Adelin qui font des œuvres qui durent 50 minutes et qui sont déjà assez intenses, quoi. Il y a quelque chose d'assez intense. Parfois, quand on fait de la réalité virtuelle pendant assez longtemps, je dirais 40 minutes, 3/4 d'heure, quand on en sort, on a presque l'impression que le monde est virtuel. Donc, clairement, ça a des effets vraiment conséquents sur le cerveau. Alors, je n'ai pas du tout étudié ça d'un point de vue neuroscientifique ou neuropsychologique. Je n'ai pas du tout vu de recherche qui aurait été opérée là-dessus. Mais clairement, ça a du sens de le penser comme quelque chose qui peut modifier l'humain dans un sens positif comme négatif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'applications plus industrielles aujourd'hui qui visent à créer des applications thérapeutiques de la réalité virtuelle qui puissent permettre de soigner les gens, de leur faire oublier la douleur quand ils souffrent beaucoup. Et c'est très intéressant de voir tout ce champ-là se développer. Il y a aussi eu beaucoup d'expériences autour d'expériences plus spirituelles, des expériences chamaniques, donc proches finalement de ce qu'on pourrait avoir en ingérant des psychotropes. Cette interrogation, je pense qu'elle est là et qu'elle va rester là et qu'il faut la prendre en compte quand on crée des expériences, à la fois comme une potentialité qu'offre la réalité virtuelle et à la fois comme un enjeu qui appelle des développements éthiques pour moi. Je pense qu'il y a vraiment des réflexions à avoir de ce point de vue-là. Et pour ce qui est des tokens et des œuvres qui sont vendues très très cher, en ce moment, il y a l'œuvre de Beeple aussi qui a été vendue, donc ça fait beaucoup de bruit en ce moment. Bon, je pense que c'est encore très volatile puisque les valeurs qui sont liées à tout ça bougent beaucoup. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce mouvement-là, c'est que aujourd'hui, c'est assez difficile de considérer qu'une œuvre d'art numérique a une valeur parce qu'on considère qu'elle peut être dupliquée assez facilement. C'est un fichier numérique qui peut être dupliqué. Et je pense que c'est peut-être ça que ça peut apporter, que peut apporter la blockchain. C'est vraiment la possibilité d'attacher un certificat d'authenticité, une rareté à ces œuvres d'art numérique qui vont peut-être pouvoir être considérées comme un exemplaire parmi d'autres. Vous m'entendez? Ouais. Я просто вас перебил, извините. Désolée, j'ai failli vous interrompre. C'est juste que le sujet que l'on a soulevé maintenant est très intéressant, vraiment. Vous avez dit que les tokens étaient une mode volatile, disons, qui passera peut-être, mais d'autre part, j'en suis pas sûre. On va voir, parce que je crois que là, maintenant, cette tendance devient de plus en plus intense et de plus en plus populaire. Et vraiment, on compte les jours. Donc, chaque jour, ça devient beaucoup plus populaire. Et à mon avis, ça s'adresse aux formes plutôt archaïques de l'échange entre les humains. Et c'est pour ça que peut-être ça ne sera pas volatile.
Je dirais pas que ça me plaît, mais ça irrite un peu mon cerveau parce qu'il est difficile de s'accrocher à quoi que ce soit. À mon avis, c'est juste une combinaison de symboles donc qui se base sur le principe de la confiance. Moi, je te fais confiance, tu me fais confiance et on s'échange de ces symboles. Mais je crois que dans cette forme ou dans une autre, bientôt, on deviendra témoin de ce processus dans son ampleur. Et peut-être on pourrait consacrer une de nos éditions à cette problématique. Et si, bien sûr, on a des spécialistes dans ce domaine, puisque pour l'instant, tous mes amis, les musiciens classiques, les artistes, les programmeurs, les web développeurs, pour l'instant, ils sont en train de l'observer de façon assez méfiante, mais bon, on verra ce que ça donne. Bon, désolé pour ce commentaire, je vous ai interrompu, mais peut-être vous vouliez dire quelque chose d'autre. Non, mais je pense que je demande un peu à voir comment ça va se développer. Et j'entendais volatile au sens de la valeur des tokens, la valeur de la monnaie peut changer du tout au tout, d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre. Et du coup, je trouve que c'est très difficile d'attacher quelque chose de vraiment concret, une valeur concrète. Mais je pense que c'est hyper intéressant et j'attends un peu de voir. Après, c'est vrai que nous, Pierre Catan de Smallbang aimait bien dire ça, on est un peu des artisans, je pense, les studios de production, on est beaucoup dans des démarches de recherche et développement. On le sait, aujourd'hui, les casques de réalité virtuelle ne sont pas encore démocratisés, mais parce qu'ils ne sont pas tout à fait au point. Une image dans un casque de réalité virtuelle, c'est encore un peu pixelisé, et c'est de mieux en mieux. De jour en jour, ça s'améliore, ça va très très vite. Mais c'est vrai qu'on est encore dans des démarches de recherche et développement, c'est pas encore démocratique, c'est pas encore parfait. Et du coup, je pense que les studios de production et les artistes sont plutôt des artisans qui vendent leur pain que des artistes qui vont essayer de vendre aujourd'hui. Mais je demande à voir parce qu'il y a des vraies nécessités de réfléchir aux débouchés de diffusion et aux manières de monétiser ces œuvres et de leur donner la valeur qu'elles ont, quoi. Parce qu'il y a une valeur artistique et qui n'est pas toujours reconnue comme telle parce que le numérique est quand même souvent lié à la gratuité dans la tête de beaucoup de gens parce que Internet, au départ, c'est gratuit. Alors, ça ne l'est pas, on le sait, en fait, on vend nos données, on vend tout ça, mais du coup, il y a quand même toujours cette idée-là qui est attachée au numérique et qui appelle une transformation parce que ça a des valeurs comme une baguette peut avoir de la valeur ou comme un objet d'artisanat ou comme une œuvre d'art. Et donc, je pense qu'il y a sans doute des choses à creuser avec la blockchain. Et je pense que ça serait hyper intéressant d'organiser une rencontre sur ce thème-là. Ça appelle beaucoup de questions. Я думаю, может быть, мы с вами, да, в том числе Александрина. Peut-être on pourrait organiser une deuxième rencontre sur vous en se focalisant plutôt sur ce sujet. Peut-être pas dans le format de Curse of Knowledge, mais on pourrait peut-être éventuellement organiser une réunion à part, puisque c'est vraiment intéressant de discuter l'aspect financier de notre art et comment ça va changer dans l'avenir, parce qu'on est très intéressé à se préparer à cet avenir qui nous attend. Donc, on pourrait peut-être réfléchir ensemble. Il nous reste moins de 20 minutes et on n'a pas encore regardé une vidéo. Je veux bien qu'on lance la troisième vidéo parce que ça rebouclera avec ce que disait Andrei, puisque c'est vraiment un projet donc, de l'artiste Dominique Gonzalez Forster qui cherche à créer un état de conscience un peu altéré. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Je vous laisse découvrir la vidéo numéro 3. Endodrome is a VR environment. Endodrome is a trip inside, a voyage to the inner parts of ourselves. It can be experienced in different ways. You can literally watch it from outside, almost like a theater performance, and you can watch it from inside. I really wanted to stage the experience
I like this idea that you're watching someone, watching something. May You Live in Interesting Times is looking in a way at how artists respond to the times we live in. It's really designed to highlight the fact that art, unlike many of our forms of communication, treasures ambiguity, complexity, contradiction, and often involves juggling multiple perspectives. Dominique is an artist who has long been exploring different types of space in her work. I think her first move was really, to try to have something very organic, very intuitive, and also very, very, very different. She wanted to do like a trip, and very abstract, not narrative, and of course not a game. And, she really wanted to bring her universe in this new medium. I was lucky since almost 2 years to experience and to be taught a type of trance by Corinne Sombrin, who also did the soundscape. There's almost as much potential in VR sound-wise than in a visual way, because with using the binaural sounds and all the different effects, this for me was also a real discovery in terms of space. Dominique's work is much more abstract than most VR works that I've experienced. I think it plays with rhythm in a very interesting way, both visual rhythm and also using sound. There is another angle that is very important for Endodrome, is the relation between technology and artistic experiment, and also abstraction. Dominique wanted to be really separate from any narrative. I'm not sure I have seen another one like this. I wish I could live to see the Biennale 50 years from now and see what kind of technologies will be used by artists then. We're just seeing the beginning of how artists can use these technologies. And I think it's going to be more and more important. Ну да, вот это, видимо... Eh oui, justement, c'était une vidéo avec les effets visuels qui sont associés avec certaines substances depuis la culture des hippies. Mais d'autre part, c'est une tendance commerciale. Donc, la culture des hippies est largement commercialisée aujourd'hui. Mais à mon avis, le terme même, justement, on a discuté avec Adelin Schweitzer, il parlait du chauvinisme neurologique quand on évoquait Timothée Leary. Ce n'est pas du chauvinisme de l'époque moderne, mais c'est justement quelque chose, disons, une idée biaisée sur, disons, la représentation classique et conventionnelle des choses. Donc, il y a quelque chose qui est normal, quelque chose qui est pas normal. Cependant, cette séparation n'est pas bien fondée. Mais je me souviens d'autres termes employés par Timothée Leary, c'était le relativisme neurologique. Et je suis vraiment content de voir qu'on se trouve maintenant dans un état technique et culturel où ces termes ne sont pas juste des abstractions que l'on peut discuter ou atteindre, mais en fait, bon, c'est André qui aime beaucoup ce terme. Il compare souvent le corps humain à un pinceau.
quand le corps humain se trouve dans le cadre d'une performance live. Je crois que tout ce qui appartenait au monde des fantasies, de l'imagination, de l'aléatoire, aujourd'hui devient l'outil de l'artiste. Et je crois que c'est vraiment l'essentiel, puisque ça fait notre dénominateur commun sous une multitude de projets dont on parle. On n'a pas besoin d'écrire des notes pour pouvoir composer de la musique. On n'a pas besoin de faire des transformations chimiques pour créer des vidéos de ce genre. Donc, on a déjà des outils pour le faire. Et c'est ça qui est remarquable. Je peux juste ajouter ce que j'ajoute souvent, c'est que le futurisme italien a émergé lors de la révolution technique, quand il y avait des trains, des locomotives, des automobiles, des téléphones qui ont apparu pour la première fois. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit un moment tout à fait similaire dans l'histoire de notre civilisation. Ça veut dire que chacun a un ordinateur et après l'ordinateur, ils ont reçu d'autres outils accessoires. Etc. Et puis, ce qui produit après, ça va suivre le même élan émotionnel qui a précédé le futurisme italien. Et de même, comme les Italiens, nous faisons ça maintenant. Nous, les artistes, avec notre armée émotionnelle, nous réagissons à cela et nous essayons de prendre ces jouets techniques et de dire, regardez, qu'est-ce que c'est émouvant, qu'est-ce que c'est passionnant. On peut percevoir différemment et recréer le monde différemment. Et on peut élargir en fait notre langue, notre perception poétique, notre communication. Nous pouvons modifier nos liens, nos relations à travers ces moyens. Combien donc cette intelligence artificielle est étonnante et nous sommes au seuil de l'apparition de notre métropolis, notre film Métropolis, nos héros. Et tout ça, c'est très curieux. Je suis totalement d'accord avec l'artiste de la dernière vidéo parce qu'il dit que nous sommes au seuil. Et c'est vrai que nous sommes au seuil. Et nous n'avons pas encore ces distances parce que après le futurisme, c'est deux guerres qui ont suivi ce futurisme, qui ont donné de la pause pour le progrès technique parce qu'il s'est décéléré. Il est dirigé juste pour créer la bombe atomique et les sous-marins sans bruit et les missiles et tout ce qui est humaniste, il était en pause. Mais Dieu merci maintenant, nous avons plusieurs décennies de paix et donc nous avons l'opportunité de humaniser tous ces exploits techniques, découvertes techniques et donc d'arriver à une nouvelle spire de notre civilisation. Nous sommes juste au début de cette spire et donc j'espère que Dieu nous donne la possibilité de garder la paix et de voir comment nous pouvons lier les découvertes scientifiques et techniques avec les idées humanistes pour que ça ne soit pas comme dans la plupart des films de Hollywood et des séries japonaises de guerre entre synthétique et humanoïde. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, le futurisme, il faut relire le manifeste de futurisme parce qu'il faut y revenir à cet héritage des dadaïstes, des surréalistes et futuristes et pour voir que, en fait, ils ont dit beaucoup sur l'homme, sur l'humanité et ils ont prédit comment notre conscience va changer, évoluer. Et les écrivains en fait, ils ont prédit, les écrivains, ils ont découvert ça en 1910 dans la littérature de fantasy. Même avant, peut-être chez Gogol, on peut trouver ça. Et Edgar Poe. Est-ce que j'ai bien compris que
notre studio des médias est prêt à donner leurs questions. Oui, je tiens à poser cette question. Bonjour, merci beaucoup pour cette rencontre très intéressante. Donc, j'ai plusieurs questions assez pratiques. Donc, j'ai beaucoup aimé votre projet avec l'échelle, avec le spectacle virtuel dans le VR. Ce qui m'intéresse, est-ce que vous avez réussi à faire, d'après ce que j'ai compris, c'était un spectacle. Est-ce que vous avez réussi à faire une suite, donc de répéter ces spectacles? Est-ce que les spectateurs vraiment voulaient venir, venaient nombreux? Et est-ce que vous pensez qu'il est possible de créer séparément un spectacle avec la réalité virtuelle pour que ça soit un genre d'équivalent de théâtre réel, pour que les gens viennent, pour que ça soit, ça donne du retour. Donc, est-ce qu'il est possible de créer ce genre de théâtre et de s'occuper juste des spectacles de réalité virtuelle pour que ça soit aussi payé et financé? Merci beaucoup pour cette pour question. que les gens viennent. Ouais. Alors pour répondre pour Fugue VR, le projet donc avec le trampoline, oui, il a été répété, donc il a été présenté dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon, mais ensuite il a voyagé dans une vingtaine, je crois, de théâtres dans lesquels on a pu le présenter. Alors les derniers chiffres que j'avais, mais ils datent d'il y a quasiment un an, c'était que 3000 personnes à peu près avaient vu l'œuvre. Donc, ce n'est pas énorme parce que ce n'est pas du tout les mêmes jauges que dans des salles de spectacle vivant qui peuvent accueillir 100, 200, 500, parfois 1000 personnes. Là, on est vraiment sur une œuvre où on a 10 personnes à la fois et ça dure 25 minutes, une demi-heure. Donc, dans une journée, on peut faire à peu près 6 séances, 10 séances maximum, on va dire, d'une demi-heure. Donc, bon, ça ne va pas être vu par des milliers de gens comme pourrait être vu un spectacle, mais ça a été vu, ça a quand même rencontré son public. Et moi, je crois beaucoup que toutes ces œuvres ont vraiment intérêt à voyager dans les lieux de culture traditionnelle, parce que finalement, c'est aussi là qu'on va rencontrer un public qui aime la danse, qui connaît Johann Bourgeois, qui va avoir envie de le découvrir autrement, peut-être de sentir, de comprendre sur le mode de la sensation, son geste chorégraphique. Donc, je trouve que ça a vraiment du sens, en tout cas pour ce projet-là ou pour le projet de Dominique, qui est un projet d'artiste. Après, oui, je pense qu'il va un jour y avoir des lieux dédiés aux arts numériques et notamment aux arts immersifs, à la réalité virtuelle. Je pense que ça a du sens, qu'on en a besoin. Est-ce que ce sera des salles de spectacle? Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que pour le coup, des spectacles qui mêlent réalité virtuelle et théâtre ou réalité virtuelle et danse, finalement, ils ont aussi du sens dans des théâtres. Donc, je ne sais pas si c'est ces œuvres-là qui auront vraiment du sens dans ces lieux-là. Mais oui, je pense qu'il faut qu'on aille vers ça et il faut qu'on aille aussi vers la possibilité de tester plusieurs œuvres à la suite, de pouvoir les comparer, de pouvoir… Pour moi, on ne peut pas créer aujourd'hui de la réalité virtuelle ni en produire si on n'a pas vu des œuvres et si on n'est pas capable de se dire « Ok, ça j'aime parce que, ça je n'aime pas parce que… » Et ça recoupe cette question un peu d'éthique qu'on posait tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un vrai besoin de créer une culture partagée. Et pour ça, quoi de mieux que d'avoir un lieu dédié où on puisse tester plusieurs œuvres à la suite. Et par exemple, les œuvres de peinture que crée Lucid Realities autour des peintures et d'autres producteurs français que j'ai montré tout à l'heure au théâtre, mais je crois que vous étiez là. C'est des œuvres, il y a une collection de 8 ou 9 œuvres et ces œuvres-là, elles peuvent être montrées sous forme d'exposition. Et donc, on peut avoir une exposition autour d'une œuvre autour de la peinture de Claude Monet, qui est un peintre français, une œuvre autour de Bruegel, une œuvre autour de Böcklin, de plusieurs œuvres d'art, peinture retravaillées en réalité virtuelle et qui permettent de les comprendre autrement. Et je pense que ça a vraiment du sens de les voir toutes ensemble et pas une à côté de l'autre. Donc, oui, je pense qu'on va aller vers ça et qu'il faut aller vers ça. Merci pour cette question.
У нас осталось 2 минуты на то, чтобы... Merci. Il nous reste 2 minutes pour dire au revoir, pour finir. Donc, on n'a pas eu le temps de parler de VR et AR, des musées VR et AR. On a prévu ça, mais on n'a pas le temps. Donc, comment ça évolue maintenant, pendant le dernier temps. Donc, et comment ça évolue au moment de confinement. Est-ce que ça a eu un impact pour leur évolution, ou par contre, ça a été contredit. On n'a pas parlé des centres qui existent en France. Où est-ce qu'on a toujours le temps d'en parler? Non, il reste 1 minute. Alexandrine. Donc, etc., etc. On a toute une série de questions qu'on aimerait discuter, mais on n'a pas eu le temps. Désolée, Ok, on garde silence alors. Donc, mes amis, ça a été vraiment merveilleux. C'est vraiment très curieux pour moi de participer à notre édition d'aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandrine, merci beaucoup à l'Institut français, merci beaucoup à Anton Yakontov et merci beaucoup à la galerie Zdesna Taganke.